Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Il y a 2 semaines, une nouvelle étonnante perçait dans l'actualité. Santé Canada décrétait que l'usage du français n'était plus nécessaire pour certains produits nettoyants. L'urgence sanitaire associée à la pandémie impliquait, du moins pour un temps, le sacrifice du bilinguisme officiel auquel le Canada dit tant tenir. S'agit-il d'un événement anecdotique, sans grande portée, ou faut-il y voir un événement révélateur de la tendance à l'effacement du français, de la tendance à sa marginalisation? Pour en parler, je reçois Guillaume Rousseau, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et auteur avec François Côté du livre « Restaurer le français comme langue officielle » paru en janvier, sur lequel j'aurai aussi le plaisir de l'interviewer. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, question première par rapport justement à cette actualité qui nous a frappés. Comment interprétez-vous la décision de Santé Canada de sacrifier le bilinguisme officiel, donc dans les faits, la référence obligatoire au français dans les circonstances actuelles? Pragmatisme pandémique ou révélateur finalement d'un rapport plus complexe au français? Je pense que comme dans bien des domaines, en matière linguistique, la pandémie vient finalement accélérer des phénomènes, des tendances qu'on retrouvait déjà, les faire ressortir, les souligner davantage. Et je pense que c'est vraiment le cas en matière linguistique, où finalement, au fédéral, il y a cette politique officielle des 2 langues officielles, donc le bilinguisme officiel dans la théorie, dans le droit, et dans les faits, dans les pratiques, de plus en plus, il y a cette prépondérance, voire dans ce cas-ci, et bien souvent un unilinguisme anglais. Et au Québec, c'est un petit peu l'inverse, et on pourra peut-être y revenir plus tard, où il y a officiellement un unilinguisme, puis finalement, de plus en plus dans les faits de bilinguisme. Alors ça, c'est la tendance, les 2 tendances qu'on retrouvait avant la pandémie. Et de manière différente, ces 2 tendances-là ressortent et sont peut-être même accentuées dans le contexte de la pandémie. Oui, on peut dire que toute crise au niveau fédéral tend à révéler la nature du régime, donc centralisation, intervention dans les champs des provinces, les champs de compétences provinciaux et le rapport à la langue. Je vous relance là-dessus. Si je ne me trompe pas, lorsqu'on regarde le discours des autorités fédérales dans les circonstances, on se retrouve avec plusieurs porte-paroles, plusieurs figures dominantes qui ne parlent pas français du tout. Et le français n'est plus que langue de traduction. Autrement dit, le discours officiel est en anglais. Ensuite, il y a la traduction parce qu'il faut bien traduire. Est-ce que vous voyez aussi cette tendance à l'effacement du français chez les principales figures qui sont censées représenter politiquement ou sur le plan technocratique l'État fédéral? Oui, tout à fait. Un cas évident, c'est la porte-parole au niveau de la santé pour l'État fédéral, donc l'équivalent de Horacio Arruda, mais au niveau fédéral, qui s'exprime dans un français beaucoup plus moyen que son anglais, pour le dire comme ça, et qui, de fait, communique très difficilement avec les francophones, avec la population québécoise en particulier. Alors, c'est évident. Je pense que si on compare Monsieur Arruda à cette personne dont personne a retenu le nom parce que elle ne perce pas médiatiquement en raison entre autres de la barrière linguistique, juste ça illustre à quel point cette réalité-là derrière la façade de la loi sur les langues officielles et les bonnes intentions et tout, la réalité du caractère hégémonique de l'anglais au niveau fédéral, et on pourrait parler plus largement du Canada anglais, parce que le Nouveau-Brunswick, qui est censé être bilingue, c'est pas beaucoup mieux. L'Ontario, qui, sans avoir une politique officielle là, de bilinguisme, a quand même une loi sur les services en français et tout. Et là, on voit que dans le contexte de la pandémie, les communications en français sont vraiment très limitées. Alors, oui, pour l'État fédéral, et je dirais même on pourrait élargir le portrait, regarder ce qui se passe au niveau de plusieurs provinces pour constater là quelque chose de très semblable. Alors, je vous garde néanmoins au niveau fédéral un instant, toujours dans le contexte de cette pandémie. Vous nous dites la crise actuelle, la pandémie, mais n'importe quelle crise, est un accélérateur.
l'accélérateur d'une tendance qui était déjà visible. Quand on regarde l'état du bilinguisme officiel au Canada depuis quelques années, quels indices vous laissaient croire qu'on allait justement vers cet effacement progressif du français? Je pense quant à moi, par exemple, au traitement du français dans les aéroports, à la possibilité de promotion dans l'appareil fédéral des fonctionnaires qui fonctionnent en français plutôt qu'en anglais, mais je devine que vous avez d'autres exemples en tête pour montrer cet effacement progressif du français sous le principe des deux langues officielles. Oui, j'aurais deux exemples pour vous. Le premier, c'est dès la formation du premier Conseil des ministres du premier gouvernement Trudeau, et la tendance ne s'est pas inversée depuis, à quel point, à des postes stratégiques, des ministres qui ne parlent pas un mot de français, ou à peu près pas, ont été nommés. On peut penser à la Défense, qui est un ministère absolument très, très important au niveau fédéral. Même au niveau des finances, Bill Morneau, c'est pas toujours très, très fluide en français. Et on pourrait continuer au développement économique. Bon, puis évidemment, souvent, c'est dans les matières régaliennes, dans les domaines régaliens, donc justice, défense, et dans les domaines économiques, où on a beaucoup de gens qui ne savent à peu près pas s'exprimer en français. Et là, évidemment, quand M. Trudeau annonce son Conseil des ministres, on parle de la parité homme-femme, on parle de la diversité culturelle, bon, avec entre autres des gens de confession sikh qui accèdent à des postes de ministres fort importants. Donc, et ça, je pense, ça révèle une des tendances de fond et qui est peut-être une différence entre Trudeau fils et Trudeau père. Hein. Parfois, on a tendance à dire, c'est le trudeauisme qui se poursuit. Moi, je ferais la nuance suivante. Je voudrais que chez Trudeau père, c'était d'abord le bilinguisme et dans une moindre mesure le multiculturalisme. Hein. Chez Trudeau père, il y avait une loi sur les langues officielles, alors que le multiculturalisme, c'était pas une loi, seulement une politique. La loi sur le multiculturalisme est venue plus tard sous Mulroney, alors que Trudeau fils, le multiculturalisme est beaucoup plus mis de l'avant que les langues officielles. On le voit dans le cadre de la formation de ces différents conseils des ministres. Et ça me mène à mon deuxième exemple. Depuis des années, on attend une nouvelle loi sur les langues officielles. Parce que dans le fond, les exemples comme vous nous donnez, aéroport et tout, ça relève du fait que la loi sur les langues officielles manque dedans. Elle doit être mise à jour. Tout le monde en convient. Et donc, c'est un vaste chantier qui doit être lancé au fédéral et que 5 ans après la prise du pouvoir par les libéraux, ce dossier-là ne semble pas avancer. C'est extrêmement révélateur du très peu d'importance, finalement, qu'a le dossier des langues officielles au niveau du gouvernement Trudeau depuis maintenant des années. Alors, j'aimerais relever justement sur cette question d'un Trudeau à l'autre. Ça me semble très important. Le père Trudeau appartenait, même s'il était opposé aux deux nations, aux deux peuples fondateurs, qu'il voyait le Canada comme un pays d'une seule nation, un One Nation Canada, disons ça comme ça. Néanmoins, il avait fait cette concession qui était peut-être une conviction aussi chez lui des deux langues officielles, c'est-à-dire pour permettre aux deux peuples sociologiquement existants en ce pays de voir leur langue respectée sur une base égale. Il en faisait le pilier du pays. Mais le bilinguisme officiel canadien pouvait-il survivre sans justement s'ancrer dans la reconnaissance de deux peuples, deux nations, ou d'une société distincte? Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, le bilinguisme officiel aurait été une concession circonstancielle au nationalisme québécois, mais que le véritable héritage de Trudeau père, même s'il n'en était pas conscient ici, c'est qu'en tassant la question des deux nations et en plaçant la question du multiculturalisme néanmoins au cœur de son imaginaire, il pavait le chemin vers le passage d'un Canada à l'autre à travers le passage d'un Trudeau à l'autre. Oui, tout à fait. J'aurais tendance à être d'accord avec vous, avec peut-être une nuance. Donc, au niveau des deux nations, ça paraît évident, sociologiquement, démographiquement, les preuves sont là, à quel point, finalement, la francophonie au Canada, c'est essentiellement le Québec. Et les quelques communautés francophones d'autres provinces qui se débrouillent bien, c'est essentiellement en grande partie parce qu'elles sont situées géographiquement près du Québec. Donc, les seules places au Canada où vraiment les communautés francophones hors Québec sont vivantes et elles ont un avenir, c'est au nord du Nouveau-Brunswick, donc tout près de la Gaspésie, et dans l'est ontarien, donc tout près de l'Outaouais ou de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est pas un hasard, évidemment, ces gens-là peuvent bénéficier des postes de radio et tout, peuvent venir au Québec. Donc il y a vraiment là un lien direct. Donc, c'est évident que si on veut une politique qui permet aux Français de s'épanouir au Canada, il faut qu'ils s'épanouissent au Québec, ce qui
suppose que le Québec a cette autonomie-là qui lui permet de faire la promotion de sa langue, et c'est une des conséquences concrètes qu'aurait pu avoir cette reconnaissance des deux nations, c'est-à-dire un statut particulier pour le Québec. Et j'ajouterais à ça que dans le cas de la politique donc de Trudeau père, l'autre faiblesse, en plus de ne pas avoir reconnu le caractère binational et le statut particulier du Québec, c'est même le biculturalisme, qui est peut-être une coche en dessous du binationalisme, mais qui est quand même lié. Déjà, le biculturalisme aurait pu être quelque chose de plus fort. À partir du moment où on a non seulement une politique des deux langues officielles, donc dans les services publics, les communications de l'État, mais qu'en plus, au niveau des cultures, par des subventions, entre autres par différentes politiques, on vient favoriser ces deux cultures-là. Je veux dire, ça apparaît tellement évident que langue et culture sont liées, que 40 ans après, 50 ans après, on n'en revient toujours pas qu'au fédéral, il y a cette politique de deux langues officielles, donc de bilinguisme officiel, mais de multiculturalisme, et donc et non pas de biculturalisme. Donc, si je pense que à l'époque, si le fédéral avait fait ce choix cohérent de dire deux langues officielles, donc par conséquent également une politique de biculturalisme officiel, je pense que le français s'en porterait mieux, mais manifestement, nous en sommes pas là. Alors, je reviens sur une de vos observations et on va ensuite passer peu à peu vers votre livre qui touche à ces questions-là très directement. Vous nous avez dit, c'est que la crise est un accélérateur. Ottawa, dans les faits, c'est un État officiellement bilingue, mais qui, dans les faits, bascule vers l'anglo-conformité. Et inversement, le Québec est un État officiellement français, mais qui, dans les faits, fonctionne, appelons ça, sur les codes d'un certain bilinguisme officieux. Est-ce que pour vous, la crise présente confirme aussi cette accélération de la bilinguisation officielle de la société québécoise? Est-ce que le statut du français comme langue commune est confirmé dans la crise présente ou est-ce qu'il est fragilisé? Je vous dirais qu'il est légèrement fragilisé. On voit certains exemples. C'est pas complètement, c'est pas si évident, ça ne saute pas aux yeux. On a quand même en place à Québec un gouvernement nationaliste, mais bon, on remarque dans les points de presse qui étaient quotidiens là, jusqu'à tout récemment du premier ministre ou de M. Arruda ou de la ministre de la Santé parfois ou de la Sécurité publique, ben il y a quand même souvent un certain segment qui est en anglais, alors que traditionnellement, c'est plutôt l'élu, le politicien s'exprime en français et peut répondre aux questions en anglais, un peu comme cela se fait dans d'autres provinces, encore que souvent dans les autres provinces, il n'y a pas de réponse aux questions en français. Donc, il y avait cette pratique-là. Là, on introduit ce petit segment en anglais. Bon, ça vaut la peine de le remarquer. Ensuite, il y a le dossier de la STM. On sait que depuis longtemps, la question du bilinguisme au niveau, entre autres, du métro de Montréal, c'est quelque chose qui est soulevé. Il y a plusieurs personnes qui prônent une bilinguisation des messages, des avis, des messages sonores donc aux usagers des métros. Et là, il semble que dans le contexte de la pandémie, effectivement, il y a de tels messages bilingues, alors que la politique traditionnelle est plutôt de le faire en français, puisque c'est la langue commune que, en principe, tous les Québécois sont en mesure de comprendre, surtout qu'il s'agit de messages finalement assez simples. On parle pas de littérature, de quelque chose de complexe. On parle de messages assez simples. Donc, la politique du français langue commune, c'est censé reposer sur le fait que tous les Québécois, qu'ils soient francophones, anglophones ou allophones, connaissent quand même un minimum de français. Et donc, lorsque l'État ou des municipalités ou des sociétés, bref, de services publics s'expriment, elles peuvent le faire en français et être comprises de tous. Alors là, ça semble pas être le cas. Et ce que faisait remarquer, entre autres, Frédéric Lacroix, c'est que un des prétextes qu'on donne souvent pour ce genre de politique de bilinguisme institutionnel, c'est les touristes. Donc, on est à Montréal, il y a beaucoup de touristes américains, donc il faut quand même un peu de bilinguisme. Mais là, ça s'impose dans un contexte où il y a à peu près pas de touristes, voire pas du tout dans le contexte actuel pour les raisons qu'on connaît. Alors de voir que malgré que ce prétexte-là n'existe plus, on utilise la pandémie pour aller de l'avant avec des mesures de bilinguisme institutionnel, ça en dit beaucoup. Ça en dit que, dans le fond, oui, il y a une politique de langue officielle qui tient encore, une espèce de digue, mais tous les prétextes sont bons, tous les contextes sont bons pour des petits reculs. Donc, des petits messages de santé publique là à la STM, c'est pas ce qui va faire disparaître
le français de Montréal demain matin, mais ça s'ajoute à des forces du marché, à des forces démographiques qui font déjà reculer considérablement le français. Et si l'État, les municipalités, les services publics qui relèvent directement ou indirectement de l'État québécois ne mettent pas tout leur poids dans la balance pour le français, pour contrebalancer finalement le poids du marché qui joue plutôt pour l'anglais, eh bien, le recul du français à Montréal va s'accélérer. Alors, ça reste préoccupant. Alors, ça nous amène directement au sujet de votre livre, écrit en collaboration avec François Côté, Restaurer le français comme langue officielle au Québec. Alors, c'est un livre paru en janvier, et dans ce livre, ce que vous nous dites finalement, c'est qu'on a l'impression, vous me dites si je le résume bien, mais en gros, on a l'impression que la loi 101 a fait du français la langue officielle au Québec, mais dans les faits, derrière cette espèce de bouclier symbolique, eh bien, la réalité de l'État, le fonctionnement de l'État, la réalité des lois, tout ça laisse croire finalement qu'on n'est pas dans un régime de français langue commune, français langue officielle, mais qu'il y a une forme de bilinguisme insidieux qui s'est institutionnalisé dans les paramètres même de l'État. Si je décris bien votre thèse, si je la décris mal, corrigez-moi, quel est votre diagnostic et quelle est surtout votre réponse à cette tendance à la bilinguisation de l'État québécois? Donc oui, votre résumé est juste. Je le résumerai peut-être d'une façon légèrement différente, mais qui rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous, sur la question donc du français langue officielle du Québec, on a décidé de sortir un petit peu des analyses qui se font habituellement, bon, soit historiques, soit strictement dans le droit, la jurisprudence québécoise ou canadienne. Puis on s'est demandé, c'est quoi une langue officielle, non pas seulement au sens de la loi 101 ou de la loi fédérale sur les langues officielles, mais dans la littérature scientifique au niveau mondial. Quand on dit, quand en Suisse ou en Belgique ou ailleurs dans le monde, on se questionne sur ce que c'est qu'une langue officielle, ben qu'est-ce qu'on en dit? Et ce qu'on en dit, c'est qu'une langue officielle, ça veut dire une langue de l'État. Et l'État s'exprime d'abord et avant tout par ses lois, ses règlements et ses jugements. Donc les lois, le pouvoir législatif, les règlements, le pouvoir exécutif, et ses jugements, le pouvoir judiciaire. Donc, les trois grandes composantes de l'État. Or, au Québec, la loi 101 dit à son article 1 que le français est la langue officielle, donc la seule langue officielle. Mais ensuite, elle prévoit qu'au niveau de ses lois, c'est bilingue. Donc, les lois québécoises sont en français et en anglais, les deux versions ayant la même valeur, et un juge pouvant donc choisir de faire primer la version anglaise. Même chose pour la très grande majorité des règlements de l'État québécois. Et les jugements de l'État québécois, de ces tribunaux, peuvent être unilingues anglais et sont très souvent unilingues anglais. Alors, des jugements de l'État québécois rendus, par exemple, par la Cour d'appel du Québec. Donc, si on se fie à la définition reconnue de ce que c'est qu'une langue officielle au niveau international, ben force est de constater que le français n'est pas la seule langue officielle au Québec. Si on se fie à cette définition-là, il y a effectivement deux langues officielles au Québec, le français et l'anglais, d'où notre proposition de voir est-ce qu'on pourrait pas soit revenir à la loi 101 originale, parce qu'évidemment la raison, vous en doutez, pourquoi on a ce bilinguisme officiel-là, c'est que la loi 101 qui avait prévu le français comme langue de la justice, des lois, des règlements, tout ce chapitre-là de la loi 101 a été déclaré inconstitutionnel par les tribunaux en raison de la Constitution canadienne et ce qui pose la question de savoir est-ce que aujourd'hui on ne pourrait pas finalement trouver une solution, soit carrément revenir à la loi 101 de 77 puis regarder si dans l'évolution de la jurisprudence, parce que ces jugements-là datent d'une quarantaine d'années, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de revenir à une politique là vraiment de français langue officielle ou minimalement une politique où le français serait une langue prépondérante par rapport à l'anglais, par exemple, au niveau des lois. Et c'est donc une autre partie de notre livre. Alors, il y a un élément dans ce débat qui revient en boucle dans l'actualité depuis un certain temps, c'est la question des services publics en français. C'est-à-dire, est-il possible au Québec d'avoir, si on le veut, simplement des services publics en anglais? La réponse à ce qu'on en sait, c'est oui, d'autant qu'une bonne partie des populations issues de l'immigration ont tendance à se tourner vers les services publics en anglais. Donc, fondamentalement, et ça, pas seulement les populations de la minorité historique anglophone. Donc, si on suit bien ce dossier dans l'actualité, est-ce qu'on peut dire que, en ce moment,
un Québécois, sauf issu de la minorité historique anglophone, encore une fois, n'a pas à parler français pour agir avec l'État québécois. Que l'État québécois fonctionne selon le principe d'un bilinguisme pratique, on peut interagir avec lui dans la langue que l'on souhaite, au-delà, encore une fois, du principe de langue officielle. Oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi 101, bien qu'on fasse du français, bon, la langue des services publics de l'État québécois, ensuite, il y a des exceptions qui permettent des services en anglais. Et même, normalement, puisqu'il s'agit d'exceptions, ça devrait être d'interprétation stricte. Donc, on devrait dire vraiment, dans les cas prévus par la loi, clairement, OK, si vous entrez dans le cas prévu par la loi pour avoir vos services en anglais, vous y avez droit. Si c'est un cas qui est peut-être pas clair, alors là, on revient au principe du français, langue de l'État, langue des services publics. Ça devrait être ça la logique de la jurisprudence, mais malheureusement, dans plusieurs jugements, on a plutôt élargi ces exceptions-là. Donc ça, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux droits, si vous voulez, qui sont en opposition ici. Donc, un droit des services publics en anglais, qui, comme je vous dis, sous la forme d'exception, est parfois reconnu. Mais d'autre côté, il y a un droit de travailler en français. Alors, donc, concrètement, par exemple, dans les services de santé, où là, le droit des services en anglais est peut-être encore plus reconnu qu'ailleurs, eh bien, je veux dire, si vous ouvrez un poste d'infirmière dans un CLSC de Magog, à ce moment-là, le gestionnaire peut choisir d'avoir un poste où on exige une connaissance de l'anglais pour mieux servir la faible population, mais tout de même qui existe, qui pourrait exiger des services en anglais. Mais d'un autre côté, il y a un droit pour des infirmières de travailler en français. Et d'ailleurs, pour devenir infirmière, pour accéder aux différents ordres professionnels au Québec, le français est exigé et non pas l'anglais. Alors, vous voyez, il y a comme un arbitrage à faire entre le droit de travailler en français, le droit des services en anglais, et trop souvent, les gestionnaires, les tribunaux font primer le droit des services en anglais, élargi, interprété largement sur le droit, celui-là fondamental de pouvoir travailler en français au Québec. Alors, toujours dans cet esprit, vous proposez, vous l'avez dit dans votre livre, des réponses à la question de la langue de la justice, de la langue des tribunaux, la langue de l'adoption des lois. Est-ce que vous avez aussi des propositions dans ce livre ou ailleurs, parce qu'on sait que vous écrivez beaucoup, est-ce que vous avez des propositions par rapport justement à cette question des services publics, soit en français, soit en anglais, bilinguisme ou encore le français langue commune? Est-ce qu'il y a une réponse politique et administrative possible à cela, ou est-ce qu'on est devant une espèce d'impasse juridique dont on ne peut sortir? Donc, au niveau des langues, des lois, des jugements, donc qui sont aussi à leur manière des services publics, là, particulièrement dans le cas des tribunaux, effectivement, on a des propositions assez précises à ce niveau-là et des raisonnements qui expliquent en quoi la jurisprudence récente permet d'aller de l'avant avec des mesures là, au niveau d'une certaine primauté du français dans les lois, au niveau des jugements. Pour ce qui est des services publics, plus largement, le livre porte moins sur ça. Par contre, ce qu'on mentionne au passage, c'est que évidemment, le modèle, à notre avis, qui fonctionne bien, malgré ce qu'on entend parfois, là, à mon avis, dans un autre livre, le droit linguistique au Québec, que j'avais rédigé avec maître Éric Poirier, puis également François Côté et Nicolas Proulx, ce qu'on avait découvert en analysant toute la jurisprudence au niveau de l'accès à l'école anglaise au Québec, c'est que à ce niveau-là, les tribunaux qui, dans ce cas-ci, au niveau des tribunaux qui rendent les premières décisions, c'est le tribunal administratif du Québec, donc avec des juges de nomination québécoise, font leur travail. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que les dispositions de la loi 101 qui permettent l'accès à l'école anglaise soient interprétées comme elles doivent l'être, c'est-à-dire comme des exceptions. Si clairement, parce que votre parent est allé à l'école anglaise au Québec ou au Canada et tout, vous qualifiez, on vous reconnaîtra votre droit à l'école anglaise. Mais si vous êtes dans un cas un petit peu ambigu, on ne vous reconnaîtra pas le droit à l'école anglaise, qui est tout à fait conforme à l'intention du législateur. Donc, après avoir analysé des dizaines, des centaines de jugements, au niveau vraiment des tribunaux là, qui rendent les premières décisions, les tribunaux sur le terrain, on a réalisé que finalement, c'est plutôt un succès. Ensuite, au niveau démographique, évidemment, ça fait pas de miracle, mais strictement au niveau du respect de la loi et donc de la démocratie québécoise qui s'est exprimée au niveau de l'importance du français comme langue d'éducation, on voit que c'est quand même un succès là, au niveau juridique. Donc ça pourrait inspirer, à mon avis, une solution
qui pourrait s'appliquer plus largement aux services publics en anglais, c'est-à-dire que bon, à partir du moment où on décide qu'on veut réserver l'accès aux services publics en anglais à la communauté historique anglophone, on peut peut-être s'entendre sur le principe. Maintenant, comment le mettre en œuvre? Comment définir les membres de cette communauté historique anglophone? C'est là toute la difficulté et c'est là où ça a chopé pendant une dizaine d'années, là, entre la fin des années 60 et le milieu des années 70. Et la réponse de la loi 101, ça a été de dire, ben, le critère pour avoir accès à l'école anglaise, c'est d'avoir un parent qui a eu accès, qui est allé à l'école anglaise. Donc, ce qui fait en sorte que les gens qui sont là depuis quelques générations, et donc qui sont la communauté anglophone historique, pas nécessairement qui remonte très loin en arrière, là, mais donc ça passe, autrement dit, ça comprend une part de l'immigration là entre l'après-guerre, entre autres, là, puis le milieu des années 70, mais bon, qu'il y a des gens qui sont quand même communauté historique, là, même si c'est dans certains cas histoire récente, ont accès, puisque leurs parents y ont eu accès, les enfants y ont accès également, mais les autres, donc arrivés plus récemment, après la loi 101, doivent aller à l'école en français. Donc ça, c'est un critère qui, à mon avis, pourrait soit être repris carrément, puisqu'il fonctionne assez bien, puis qu'il y a tout un système là, de reconnaissance au niveau des certificats et tout, et donc qui pourrait inspirer une application plus large dans les services publics en disant, ben voilà, vous avez un parent qui est allé à l'école anglaise, vous avez donc accès à l'école anglaise et par ailleurs, ben, vous avez accès aux autres services publics de l'État québécois en anglais. Donc ça m'apparaît sur le plan des principes et aussi au niveau jurisprudentiel, puisque c'est quand même, ça a passé certains tests devant les tribunaux, quoique l'élargissement poserait d'autres questions, mais je pense que ça tiendrait la route. Par contre, bon, on peut opposer à ça là, certains éléments techniques. Bon, d'abord, au niveau de la santé, peut-être qu'il faudrait élargir un petit peu puis maintenir le système actuel là, qui est hors loi 101, qui est dans la loi sur le santé services sociaux, là, parce que, bon, au niveau de santé, l'importance d'avoir des services dans sa langue, bon, est peut-être plus important que dans d'autres domaines. Donc là, il y aura peut-être des nuances à apporter. Puis sinon, mais ce qu'on dit, c'est qu'à l'école, c'est plus simple parce que la personne qui veut l'école en anglais fait la démonstration une fois dans sa vie, là, au début du primaire, qu'il a accès, puis après ça, il continue en anglais. Alors qu'au niveau des autres services publics, ben c'est comme si l'anglophone devrait à chaque fois qu'il va à la SAQ ou à Revenu Québec arriver avec une preuve à chaque fois. Donc peut-être ça lui prendrait une espèce de certificat ou quoi. Donc on dit que sur le plan administratif, ça pourrait être complexe. Bon, je veux bien, mais je pense que s'il y a une réelle volonté politique, on trouvera un moyen. Je pense que sur le fond, il faudra s'inspirer du principe que les services publics en anglais sont réservés aux membres de la communauté historique anglophone. Puis dans la mise en œuvre, ben là, il y a peut-être des défis, mais je pense que s'il y a une volonté politique forte, on trouvera les moyens administratifs là d'y arriver. Est-ce que ça passe par la création peut-être d'un équivalent du commissaire aux langues officielles, mais au niveau québécois, avec des dents, avec vraiment qui est en mesure de rappeler à l'ordre les différents organismes publics qui donneraient trop de services publics en anglais à des gens qui n'auront pas droit. Bon, on peut trouver toutes sortes de moyens sur le plan administratif quand les budgets sont là, quand la volonté politique est là. Je pense que ça peut se faire et il y a des signaux encourageants quand même de la part du gouvernement actuel au niveau québécois, que ce soit la nomination de Simon Jolin Barrette comme ministre. Plus récemment, on voyait justement Maître François Côté, co-auteur de mon livre, qui est un peu dans mon équipe de recherche, être nommé au CA de l'Office québécois de la langue française. Donc, on voit que ça envoie des signaux comme quoi, ben peut-être que l'État québécois va utiliser des moyens qui existent déjà, mais vraiment les utiliser pour le français langue commune, voire peut-être les réformer, les améliorer dans un projet de loi là, modifiant et bonifiant la loi 101 qu'on attend toujours, qu'on espérait pour ce printemps ou cet automne. Peut-être que ça prendra un petit peu de retard dans le contexte de la pandémie, mais on s'attend toujours à un projet de loi qui viendrait renforcer la loi 101, ce qui s'est pas vu depuis le début des années 2000. Ça va faire près de 20 ans qu'on n'a pas fait un vrai projet de loi, c'est-à-dire une vraie loi, parce que sous le gouvernement Marois, il y avait un projet de loi, mais qui n'a pas été adopté. Donc, une vraie loi qui vient bonifier la loi 101, c'est ce qu'on attend pour 2020, tout au plus 2021. Alors ça, ce sera très important à suivre. Et je pense que la question que vous évoquez sera abordée dans ce projet de loi-là. Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission. J'ai le temps, assurément, cela dit, pour une dernière question. Je recevais à ce micro, il y a quelques semaines déjà, en fait quelques mois, Frédéric Lacroix, qui, je pense que c'est au mois de novembre, qui faisait un portrait, et que vous avez cité il y a quelques minutes, qui faisait un portrait très inquiétant de la situation du français à Montréal, d'un possible mouvement de bascule démographique et linguistique, d'une situation peut-être irrécupérable si elle continue de se décomposer
sur le plan linguistique. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Est-ce que vous la croyez trop grande? Et est-ce que si vous partagez son inquiétude ou une certaine inquiétude, quelles sont, selon vous, au-delà de la fameuse question de la loi 101 dont on vient de parler, les grandes mesures nécessaires pour être capable de renverser la tendance et renforcer le statut du français à Montréal et au Québec? Oui, donc j'ai lu les travaux de Frédéric Lacroix et bon, je dois avouer, bien que ce soit pas mon domaine précisément, la démographie, que c'est tout à fait convaincant et que voilà, il y a pas de raison pour moi de remettre en cause les conclusions, les analyses de monsieur Lacroix. La seule chose que je nuancerais peut-être par rapport à ce qu'il dit, c'est lorsqu'il parle peut-être plus de mon domaine, donc qui est le droit, qui est la loi 101, de parler d'échec de la loi 101. Je pense qu'il faut peut-être nuancer dans le sens où c'est un échec dans la mesure où, socio-démographiquement parlant, manifestement, il y a eu des gros progrès là, suite à l'adoption de la loi 101 dans les années 80. Ensuite, différents jugements sont venus limiter la portée de la loi 101. Puis là, aujourd'hui, ses effets sont peut-être moins forts. Donc ça, c'est vrai, mais quand même, il y a des progrès qui ont été faits quand même par la loi 101 et si c'était pas de la loi 101, la situation serait bien pire. Donc, je pense que faut le dire. Et malgré ces jugements-là qui sont venus limiter la portée de la loi 101, il en demeure pas moins qu'il y a une bonne partie de la loi 101 qui est restée en place. Je pense entre autres à la langue français, langue de l'éducation, bien que la clause Canada est ajoutée et tout, mais quand même, il reste là un pan essentiel de la loi 101 qui est en grande partie resté en place et qui, comme je vous dis, on a démontré dans nos travaux de recherche que les juges de première instance, de nomination québécoise, tiennent le fort et s'assurent de respecter ce principe-là. Donc, j'apporterais cette nuance-là. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que les grands constats de M. Lacroix sont vrais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je crois que c'est vraiment sur différents fronts qu'il faut agir. On peut pas penser qu'une seule mesure va être la réponse au déclin du français, le déclin accéléré du français à Montréal. Dans notre livre, on parle du français langue de la loi, on parle du français langue des jugements. Ça peut paraître un peu spécifique, un peu niché, mais en fait, c'est très fort sur le plan symbolique. C'est aussi ce qui permet finalement d'avoir des emplois très payant à Montréal, à la Cour d'appel, à Québec, au Parlement, dans la haute fonction publique, pour que on puisse travailler en français dans ces hauts échelons-là, il faut qu'il y ait cette primauté du français au niveau des lois, des jugements et tout. Et ça envoie un message, je pense, important. On parlait des services publics tantôt. Ça aussi, c'est très concret. Et ensuite, au-delà de la loi 101, évidemment, il y a toute la question des politiques d'immigration. Donc, je pense que les solutions, on les connaît, davantage de plus grande proportion d'immigration francophone, un seuil diminué par rapport, entre autres, là, aux années Couillard-Charest, où le taux d'immigration au Québec a beaucoup augmenté. Donc, un peu moins d'immigration, beaucoup plus peut-être d'immigration francophone. On le voit dans le contexte de la pandémie à l'heure actuelle où il a fallu que des organismes viennent traduire des consignes ou quoi pour des personnes nouvellement arrivées qui maîtrisent pas le français, alors qu'idéalement, on aurait une politique d'immigration économique beaucoup plus favorable aux francophones, aux francophiles, et pour les quelques réfugiés pour lesquels on ne peut pas et on ne doit pas exiger la maîtrise du français, il pourrait avoir des cours de français vraiment accélérés de francisation. Faut aussi souligner au passage que là-dessus, quand même, le gouvernement actuel a mis des budgets supplémentaires, des ressources supplémentaires, donc il y a du progrès qui s'est fait, mais pas suffisamment. On le voit dans le contexte de la pandémie, là, où des nouveaux arrivants doivent se faire traduire des choses finalement assez simples en français. Donc, à mon avis, si on agit sur tous ces plans-là, je pense que la solution, elle est là. On a vraiment une politique cohérente d'État de différents ministères, à commencer par celui de la langue française, et justice et éducation, un peu comme la loi 101 en 77, c'était pas que Camille Lorrain, on parle beaucoup de Camille Lorrain, mais Jacques-Yvan Morin en éducation suivait, faisait le travail, puis le ministère de la Justice aussi suivait, donc je pense qu'il faut que l'orientation là soit vraiment multiministérielle pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, Guillaume Rousseau, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, Restaurer le français comme langue officielle. C'est avec François Côté, votre co-auteur. Vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Guillaume Rousseau, merci infiniment. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde,
Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.